J'étais là, assise, le dossier de ma chaise dur comme la pierre, sous le regard implacable de la juge Davis. Mes mains jointes sur mes genoux, j'avais l'impression que chaque battement de mon cœur résonnait dans cette salle d'audience, si solennelle et oppressante. L'air était lourd, saturé de l'odeur du vieux papier et d'un vague désinfectant citronné, cette odeur qui sent le neuf forcé et le caché. Face à moi, Julien était figé, les yeux écarquillés, son visage tirant sur le violet. C'était le moment où Maître Bernard, mon avocate, avait lâché la bombe. Comment est-il possible que vous ayez conçu un enfant avec M. Julien Fournier à la mi-mars, alors qu'il était physiquement situé à l'autre bout de la planète? Jessica, enfin, Elise Dubois, cette femme enceinte qu'on avait déguisée en symbole d'un futur stable et lumineux, se tenait au box des témoins, un fantôme de panique dans les yeux. Le monde autour de moi avait commencé à trembler, non pas à cause du stress du tribunal, mais à cause d'une vérité qui se frayait un chemin, brutalement. C'était la fin d'une mascarade, le rideau qui tombait, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il s'écroulerait sur nous tous avec une telle violence, laissant les décombres encore fumants. Il n'y a pas si longtemps, notre vie ressemblait à ces images parfaites de magazines, vous savez. Maison coloniale aux volets gris ardoise, jardin impeccable à Lyon, deux belles voitures dans l'allée. Pour lui, le coupé sport élégant. Pour moi, le SUV familial, pratique mais pas sans un certain standing. Julien était l'incarnation du succès. Associé dans un cabinet d'investissement prestigieux, toujours en costume taillé sur mesure, le genre d'homme dont l'ambition n'avait d'égal que son charisme. Il coachait l'équipe de football de Pierre le samedi, ne manquait jamais le spectacle de danse de Sophie. Il m'apportait des fleurs sans raison apparente et parlait de moi avec une révérence qui rendait jalouse les autres femmes à l'école. En public, tout du moins. Je m'étais donné corps et âme à cette vie, mettant ma carrière de graphiste en veille, une décision que j'avais prise de plein gré, convaincu que j'investissais dans le projet le plus important de tous, ma famille. J'étais la maman du comité des parents d'élèves, celle qui préparait des gâteaux pour les fêtes d'école, celle dont la maison était le quartier général des soirées pyjama. Je l'aimais d'une dévotion tranquille et constante, croyant que les 15 années que nous avions bâties ensemble étaient inébranlables. C'était un roc. Je me suis trompé, tellement trompé. Les premières fissures sont apparues si subtilement que je les ai d'abord ignorées. Ce n'était pas un grand fracas, plutôt une ligne fine, à peine visible. Ça a commencé par les nuits tardives au bureau. Une grosse fusion, expliquait Julien, sa voix lasse au téléphone. Tu sais ce que c'est, chérie. Encore quelques semaines de ce rythme infernal. Moi, toujours la bonne épouse compréhensive, je gardais son dîner au chaud et j'acquiesçais. Mais les semaines sont devenues des mois. La fatigue dans sa voix a fait place à une énergie étrange, que je ne parvenais pas à identifier. Et puis son téléphone, toujours tourné, l'écran toujours vers le bas sur le comptoir. Un bourdonnement de messages, et il le saisissait avec une rapidité déconcertante, presque animale. « Le boulot !» marmonnait-il, son pouce virevoltant sur l'écran. Il a commencé à prendre ses appels sur la terrasse, la baie vitrée se refermant derrière lui, ses mots un murmure bas, indistinct, contre le chant des grillons du soir. J'essayais d'ignorer cette boule froide qui se formait dans mon ventre. Je suis paranoïaque, me disais-je. Il est sous pression. C'est ça le mariage. Traverser les saisons stressantes. Je me suis jeté à corps perdu dans l'organisation d'un week-end surprise dans le Jura. Une chance de nous retrouver loin du travail et de la ville. Quand je lui ai montré la confirmation de la réservation du chalet, il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. C'est super, chérie, mais ce trimestre est brutal. Absolument impossible que je puisse partir. Son ton était plat, plein d'un dédain qui m'a glacé. Il n'a pas vu la lueur de douleur dans mes yeux, ou s'il l'a vu, il a choisi de l'ignorer. Le chalet a été annulé.
La distance est devenue un gouffre. Les gestes tendres, si naturels autrefois, une main sur le bas de mon dos quand nous nous croisions dans la cuisine, son bras autour de moi sur le canapé, ont disparu. Il a commencé à trouver des défauts dans de petites choses, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, une facture que j'avais oubliée, le désordre dans le vestiaire. C'était comme s'il construisait un mur, brique par brique, avec chaque petite critique. Arthur, le frère de Julien, l'a remarqué. Arthur était le plus jeune, le plus calme, l'artiste du duo face à la flamboyance corporative de Julien. Il était ébéniste, ses mains calleuses et capables, son tempérament doux. Lui et moi, nous avions toujours eu une amitié facile, un lien forgé par le sentiment d'être un peu en dehors de l'orbite éblouissante de Julien. « Il va bien ?» m'avait-il demandé un après-midi, après être passé pour réparer une porte qui coinçait. Julien venait de passer en coup de vent, attrapant un sac de golf et repartant avec un signe de tête désinvolte. « Il est juste stressé par le travail », avais-je répondu, l'excuse sonnant creux même à mes propres oreilles. Arthur m'avait regardé, son expression pleine d'une sympathie que je n'étais pas prêt à accepter. « Le stress ne te transforme pas en étranger dans ta propre maison, Marie. » Ces mots m'avaient percuté, mais je les avais rangés, pour l'instant, au fond de mon esprit. La preuve indéniable est arrivée un mercredi, je crois. Ou était-ce un jeudi? Les jours se confondaient déjà dans ce chaos latent. Julien m'avait dit qu'il partait à Toulouse pour une conférence de 2 jours. Je faisais la lessive quand j'ai vidé les poches du jean qu'il avait porté la veille. Parmi les reçus de café et un paquet de chewing-gum, il y avait un ticket de carte bancaire. Ce n'était pas un salon d'aéroport ni un hôtel d'affaires. C'était du Nénuphar écarlate, un bar à cocktails notoirement cher et intime dans notre propre ville. La date était de la veille. Il était censé être à la maison, en train de faire ses valises et de se préparer pour son vol matinal. Je me suis effondré sur le sol de la buanderie, le maigre bout de papier tremblant dans ma main. La boule froide dans mon estomac s'est transformée en une certitude glaciale et nauséabonde. Les nuits tardives, les appels secrets, la distance émotionnelle, ce n'était pas une question de fusion. C'était une question de femme. Chaque excuse, chaque mensonge qu'il m'avait raconté s'est coalescé en une seule vérité dévastatrice. Il n'était pas juste distant. Il vivait une vie différente, une vie à laquelle je n'avais aucune part. Le vernis poli de ma famille parfaite venait d'être calciné, révélant la pourriture en dessous. La découverte du reçu n'a pas déclenché chez moi une rage folle, comme on le voit dans les films. Au lieu de cela, un calme glacial et méthodique s'est emparé de moi. Les larmes étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mon esprit se mettait déjà en mode de survie. Pendant des années, j'avais été une épouse. Maintenant, je devais être une détective. Julien est revenu de son voyage à Toulouse, apportant des cadeaux pour les enfants et un parfum hors taxe pour moi. Il a joué le rôle du mari de retour, m'embrassant la joue et me demandant comment s'étaient passés ces quelques jours. Le parfum cher se mêlait aux notes florales légères et inconnues sur son col, et j'ai dû physiquement m'empêcher de reculer. J'ai souri, un sourire cassant, fragile, et je l'ai remercié. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit silencieuse, la respiration rythmée de mes enfants, le seul bruit. Je me suis glissé dans le bureau de Julien. Pendant des années, j'avais respecté sa vie privée, mais la vie privée est un privilège de confiance, et la confiance avait été incinérée. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais sa tablette, qu'il utilisait plus occasionnellement, ne l'était pas. Mes mains tremblaient en ouvrant ses emails. Cela n'a pas pris longtemps. Enfoui dans un dossier de promotion, se trouvait une série d'emails d'un nom que je ne reconnaissais pas, Alice Dubois. Les objets étaient assez anodins. Jeudi, petite question, lien que tu voulais. Mais le contenu était tout sauf. Ils étaient remplis de blagues d'initiés, de taquineries, de projets intimes.
Impatiente de t'avoir à moi toute seule encore. Hier soir, c'était incroyable. Je compte les secondes. Cette cravate que je t'ai achetée, porte-la. Jeudi, je veux être celle qui l'enlèvera. Et puis, je l'ai trouvée. Une confirmation d'hôtel. Le Refuge Vert, un spa-boutique à 2 heures de route, en pleine Provence. C'était pour le week-end à venir, celui qu'il avait prétendu bloquer pour une retraite d'entreprise obligatoire. La réservation était pour la suite nuptiale. Le nom sur la réservation à côté de Julien Fournier était Alice Dubois. Une vague de nausées m'a submergé. J'ai fait défiler les emails, mon cœur battant un rythme douloureux contre mes côtes. Alice, j'ai compris, était une analyste junior dans son cabinet. Jeune, ambitieuse et, à en juger par une photo jointe à un email, d'une beauté époustouflante, d'une façon moderne et acérée qui me faisait soudain me sentir démodée et molle. Le coup de grâce brutal a été un lien vers une galerie de photos publiques. C'était un dîner de remise de prix récent de l'entreprise. Il y avait des dizaines de photos de Julien sur le podium, recevant un prix, l'air puissant et charmant. Et en arrière-plan de plusieurs clichés, et dans une photo spontanée à une table, il y avait Alice. Elle le regardait avec une expression d'adoration pure et non altérée. Sur une photo, sa main reposait sur son dos, ses doigts déployés de manière possessive. C'était si public, si effronté. Il ne me trompait pas seulement. Il s'en vantait. J'ai refermé la tablette, un goût métallique et amer dans la bouche. Le calme s'était évaporé, remplacé par une douleur profonde et tremblante. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était une vie parallèle, une tromperie calculée qui durait depuis des mois, peut-être plus. Chaque « je t'aime », chaque sourire partagé à table l'année passée me semblait maintenant une performance, une moquerie cruelle de la vie que je croyais avoir. J'ai décidé de ne pas le confronter cette nuit-là. Je devais être stratégique. Le lendemain, j'ai appelé une amie, Claire, assistante juridique, et je lui ai demandé de me recommander le meilleur avocat en divorce de Lyon. Pas juste bon, Claire, avais-je précisé, ma voix basse et ferme. J'ai besoin d'un requin. Armé du nom de Catherine Bonnard, j'ai commencé à me préparer discrètement. J'ai photographié les emails sur la tablette. J'ai fait des copies de nos relevés financiers, de nos déclarations fiscales et de nos portefeuilles d'investissement. J'ai documenté chaque nuit tardive, chaque excuse, chaque mensonge dans un journal daté. Je construisais un arsenal. La confrontation a eu lieu une semaine plus tard, un dimanche soir. Les enfants étaient chez ma mère pour la nuit. La maison était silencieuse. Julien était dans le salon, regardant du golf, un verre de whisky à la main. Je suis entré et j'ai éteint la télévision. Il a levé les yeux, agacé. « Hé, je regardais ça. »« Il faut qu'on parle, Julien, » ai-je dit, ma voix dénuée de sa chaleur habituelle. « Ça peut attendre, c'est le tour final. »« Non, » ai-je dit, « ça ne peut pas. Qui est Alice Dubois? » La réaction a été instantanée et révélatrice. Un éclair de panique dans ses yeux, vite masqué par l'indignation. « De quoi tu parles? C'est juste une collègue de travail. » Il tendait déjà la main vers son manuel de manipulation mentale. « Tu as fouiné, Marie? C'est une grave rupture de confiance. »« Ne t'avise pas de me parler de confiance, » ai-je répliqué, ma voix montant. « Ne t'avise pas. Je sais pour le nénuphar écarlate, je sais pour la conférence de Toulouse qui n'a jamais eu lieu, et je sais pour ta petite escapade romantique au Refuge Vert ce week-end. » La couleur s'est drainée de son visage. L'arrogance a disparu, remplacée par un regard froid et dur. Il avait été pris, et sans son bouclier de mensonges, sa vraie nature a émergé. « Bien, » a-t-il craché, se levant. « Tu veux savoir? »« Bien. Oui, je vois quelqu'un. Elle s'appelle Alice. » Il l'a dit avec une cruauté provocante, comme pour me défier de réagir. L'aveu brutal, dénué de tout remords, était plus douloureux que les mensonges. « Pourquoi, Julien? » ai-je murmuré,
la combativité s'éteignant en moi. Après 15 ans, notre famille, Hilary, un son bref, notre famille, regarde-nous, Marie, c'est une imposture. Nous sommes colocataires depuis des années. J'ai tout fait. Je veux une vie. Je veux de la passion, de l'excitation. Alice me donne ça. Elle me voit pour ce que je suis, pas seulement comme un distributeur automatique et un homme à tout faire. Chaque mot était un coup calculé, conçu pour blesser, pour me faire porter le blâme. Il réécrivait toute notre histoire pour justifier sa trahison. « Alors c'est ça? » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Tu nous jettes simplement. » « Il n'y a plus rien à jeter, a-t-il dit, sa voix froide comme la glace. « C'est fini, Marie. Ça l'est depuis longtemps. Je veux divorcer. Et puisque tu as fouiné, autant que tu saches le reste. Alice est enceinte. Nous allons former une famille, une vraie famille heureuse. » La pièce a tangué, enceinte. Le mot a résonné dans le silence étouffant. Ce n'était pas seulement une aventure. C'était un remplacement. Il n'avait pas seulement construit une nouvelle vie. Il avait créé une nouvelle famille pour supplanter l'ancienne. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé, le père de mes enfants, et je n'ai vu qu'un étranger, un étranger cruel et sans remords qui venait de déclarer la guerre. Les jours qui ont suivi ont été un flou de chocs sourds et d'activités frénétiques. Le mot divorce planait dans l'air de notre belle maison, un polluant toxique qui étouffait la vie de chaque pièce. Julien a emménagé dans la chambre d'amis, une présence silencieuse et hostile à l'autre bout du couloir. Il ne me parlait que lorsque c'était nécessaire, ses mots secs et froids. Il attendait que je craque, que je supplie, que je me dissolve en la femme hystérique qu'il était déjà en train de dépeindre. Mais guidé par les conseils acérés de mon avocate, Catherine Bonnard, je n'ai pas craqué. Catherine était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs, vêtue de costumes impeccablement taillés et réputée inébranlable. Ne vous engagez pas, ne discutez pas, documentez tout, avait-elle instruit lors de notre première rencontre. Il a tracé les lignes de bataille. Notre travail est d'être plus intelligente et mieux préparée. La première salve officielle est arrivée une semaine plus tard. Un coursier a livré une épaisse enveloppe. À l'intérieur, parmi les premières requêtes de divorce, se trouvait une demande de garde physique et légale temporaire exclusive de Sophie et Pierre. J'ai lu le document et l'air m'a manqué. Ce n'était pas un dépôt standard. C'était une diffamation. Julien, par l'intermédiaire de son avocat hors de prix, un requin du centre-ville nommé Maître Martin, avait concocté un récit qui me dépeignait comme une mère instable, négligente et émotionnellement instable. La requête citait mon comportement erratique ces derniers mois, mes accusations paranoïaques et mon espionnage obsessionnel. Elle mentionnait ma décision d'être une mère au foyer, non comme un sacrifice, mais comme un signe de mon manque d'ambition et de connexion au monde, suggérant que j'étais un modèle parental inapte. Elle tordait ma peine et mon anxiété face à son aventure en un portrait d'instabilité mentale, faisant même référence à un thérapeute que j'avais vu brièvement il y a 2 ans, pour la gestion du stress comme preuve d'une condition psychologique préexistante. Le passage le plus venimeux était la conclusion. « Monsieur Fournier, disait-il, est prêt à offrir aux enfants un foyer stable, aimant et financièrement sécurisé, avec ses 2 parents et sa nouvelle compagne, Madame Alice Dubois, qui attend leur premier enfant. Il cherche à éloigner les enfants de l'environnement chaotique et émotionnellement dommageable créé par l'état actuel de leur mère et à leur offrir la cohérence dont ils ont désespérément besoin. » C'était un chef-d'œuvre de cruauté, conçu pour me terrifier et me soumettre. Il utilisait nos enfants comme l'arme ultime et sa nouvelle maîtresse enceinte comme son atout. Une rage si pure et brûlante m'a envahi qu'elle a failli me consumer. Il allait se tenir devant un tribunal et prétendre que la femme avec qui il m'avait trompé était une meilleure mère que celle qui avait dédié la dernière décennie de sa vie à élever leurs enfants. La maison est devenue une zone de guerre froide. Julien a lancé une campagne de guerre psychologique.
Il parlait fort au téléphone avec Alice, à portée de voix, utilisant des surnoms sirupeux et parlant de la chambre de leur futur bébé. Il laissait accidentellement sa tablette ouverte sur des sites de poussettes et de meubles pour bébé. Il achetait à Sophie et Pierre des cadeaux coûteux, une nouvelle console de jeu, une poupée de marque, se positionnant subtilement comme le parent amusant et bienveillant, tandis que j'étais celle qui imposait les devoirs et l'heure du coucher, le visage marqué d'une tristesse constante et fatiguée. Les enfants étaient pris entre deux feux, leur confusion et leur douleur, une présence palpable. « Pourquoi papa dort-il dans la chambre d'amis ?» a demandé Pierre un soir, son petit visage chiffonné d'inquiétude. « Est-ce qu'il est en colère contre nous? » « Non, mon chéri, bien sûr que non, l'ai-je rassuré, le cœur brisé. Les grands ont parfois des choses à régler. » Sophie, plus âgée et plus perspicace, était repliée sur elle-même et silencieuse. Je la trouvais assise près de ses fenêtres, regardant la rue. Je savais que ma fille entendait les chuchotements secs et en colère, ressentait la tension glaciale qui avait remplacé la chaleur dans leur foyer. À ce moment-là, Arthur, le frère de Julien, était devenu ma seule bouée de sauvetage. Il était horrifié par les agissements de son frère. Il a appelé Julien et je pouvais entendre les cris à travers la porte fermée du bureau. « Garde exclusive! Tu es fou? » La voix d'Arthur a hurlé. « Après ce que tu as fait, tu vas traîner ces gamins en enfer et t'essayer de les arracher à leur mère. » La réponse de Julien était plus basse, mais la confiance arrogante était indéniable. Arthur est sorti de la maison plus tard, le visage rougi de colère. Il m'a regardé, son expression un mélange de fureur et d'impuissance. « Je suis désolé, Marie. Je ne sais même plus qui il est, a-t-il dit, secouant la tête. C'est comme si l'argent et le pouvoir l'avaient finalement pourri de l'intérieur. Tout ce dont tu as besoin, je suis là, je témoignerai pour toi, je dirai au tribunal quelle mère dévouée tu es. » J'étais profondément reconnaissante de son soutien. Une petite île de loyauté dans un océan de trahison. La veille de l'audience préliminaire, je n'ai pas pu dormir. J'étais assise dans le salon, la maison sombre et silencieuse, serrant une photo encadrée de la cheminée. C'était une photo de vacances en famille à la plage, il y a 5 ans. Julien tenait Pierre sur ses épaules, tous deux riant. Je tenais la main de Sophie, mon visage tourné vers eux, rayonnant de pur bonheur. Ça ressemblait à une photo d'une famille différente, d'une autre vie. Je ne me battais plus seulement pour mes enfants. Je me battais contre l'effacement complet de ma vie, de ma valeur, de la vérité. Julien, Alice et leur enfant à naître étaient le symbole du futur qu'ils voulaient. Un futur bâti sur des mensonges, un futur qu'il était prêt à paver sur les ruines de sa propre famille. Assise dans l'obscurité, j'ai fait un vœu. Il ne réussirait pas. Je ne savais pas comment, mais je ne le laisserai pas gagner. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Julien, avec le procès, c'était vraiment absurde quand j'y pense. Je veux dire, imaginez, un homme, un mari, qui prétend vouloir la garde exclusive de ses enfants, exhibant sa maîtresse enceinte comme preuve de sa stabilité. C'est tellement tordu que ça en devient presque risible. Mais ce n'était pas drôle du tout, c'était la réalité. Dans un autre contexte, j'aurais dit « le mec est complètement siphonné ». Mais là, c'était trop réel, trop brutal pour être traité comme une blague. Je ne sais pas si c'était le problème. Est-ce que ça aurait dû être évident? Est-ce que j'étais aveugle? Ou est-ce que j'ai juste fait confiance? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que cette façade de normalité s'est effondrée d'un coup, et il ne restait que le vide et la douleur. On se retrouve tellement démunis face à une telle ingénierie du mal. On se dit, comment on en est arrivé là? Comment on se relève de ça? Enfin, revenons à la histoire. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais jamais confiance à personne qui semble trop parfait ». Il parlait des commerçants sur le marché, mais maintenant, je le comprenais différemment.
le luxe, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens. Les semaines précédant l'audience de garde était une forme de torture lente, une guerre psychologique menée entre les murs de ma propre maison. Julien avait transformé notre belle demeure en zone de guerre froide, avec des lignes invisibles tracées au seuil des pièces et des silences qui hurlaient plus fort que n'importe quelle dispute. Il opérait avec une cruauté d'une froideur délibérée, conçue pour me déstabiliser, pour faire de moi la femme hystérique que ses avocats décrivaient dans leurs requêtes. Un samedi matin, l'assaut fut particulièrement effronté. Je préparais des crêpes, un rituel du week-end auquel je m'accrochais pour le bien des enfants, quand Julien est entré dans la cuisine, sentant le parfum cher et l'ambition. Il m'a ignoré, ébouriffant les cheveux de Pierre. « Bonjour, champion. Bonjour, ma Sophie chérie, » a-t-il dit, sa voix résonnant d'une joie artificielle. Je pensais que le coupé sport, c'est super, mais avec un nouveau bébé qui arrive, il nous faudra plus de place. Qu'est-ce que vous en pensez d'une grande nouvelle BMW X7, avec des écrans à l'arrière? Les yeux de Sophie se sont écarquillés, mais elle a jeté un coup d'œil nerveux à sa mère. Pierre, cependant, a été immédiatement conquis. Une vraie BMW X7? Trop cool! Julien, lui, a continué à se servir du café, accoudé au comptoir, roi dans son château. Il nous faudra une bonne place pour le siège auto, bien sûr. Sophie, tu es assez grande maintenant pour aider avec un petit frère, n'est-ce pas? Ça va être amusant. Une plus grande famille. Ma main s'est figée au-dessus de la poêle grésillante. La spatule me semblait incroyablement lourde. Il discutait de la logistique de sa nouvelle famille avec nos enfants, juste devant moi, comme si j'étais un fantôme. Il m'effaçait méthodiquement, me remplaçant par un modèle plus récent et invitant mes propres enfants à regarder. Je sentais la brûlure des larmes, mais je les ai retenues, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. J'ai juste retourné une crêpe. Le bruit de la spatule sur la fonte, la seule réponse. C'est durant ces jours cauchemardesques qu'Arthur est devenu mon ancre dans une mer agitée. Le jeune frère de Julien était un parfait contraste avec l'homme qu'était devenu Julien. Là où Julien était raffiné et froid, Arthur était solide et chaleureux. Ses mains calleuses par son travail d'ébéniste, ses yeux pleins d'une empathie sincère et douloureuse. Il était souvent à la maison, sa présence, un acte silencieux de rébellion contre son frère. Je lui ai reparlé hier soir, m'a-t-il dit un après-midi, sa voix basse et tendue de fureur. Nous étions assis à la table de la cuisine pendant que les enfants étaient chez un ami. C'est comme parler à un étranger. Il a cette justification effrayante pour tout. Il s'est convaincu que tu es instable, que prendre les enfants est une sorte d'acte noble. Il a toujours été compétitif, Marie, mais je n'aurais jamais cru qu'il était cruel. Ça, c'est autre chose. Il essaie de t'effacer. Sa loyauté était un baume sur mes nerfs à vif. Il réparait une charnière de placard desserrée, aidait Pierre à construire un diorama pour l'école, ou simplement s'asseyait avec moi, partageant une théière. Sa présence constante, un bouclier temporaire contre la tempête. Il était le seul à me voir, non pas comme l'ex-femme instable de Julien, mais comme Marie, la femme que son frère avait si terriblement blessée. Mais à mesure que la date de l'audience approchait, une note subtile discordante est commencée à se faire entendre dans le comportement d'Arthur. L'encre solide a commencé à dériver. Un regard hanté est apparu dans ses yeux. Une furtivité familière que j'ai reconnue avec une nausée montante. Il a commencé à annuler nos plans à la dernière minute. « Désolé, un client a un travail urgent », m'écrivait-il, l'excuse sonnant de plus en plus creux. Un soir, il était là pour le dîner, et alors qu'il m'aidait à débarrasser la table, son téléphone a vibré sur le comptoir. L'écran s'est allumé une fraction de seconde, mais cela a suffi pour que je voie le nom de la notification. Alice. Arthur a saisi le téléphone avec une rapidité paniquée bien trop révélatrice. Il a cafouillé, son visage virant au rouge cramoisi. « Alice » a-t-il bégayé, sans me regarder. « Mon fournisseur de bois,
Alice Bois, ils ont trouvé l'érable que je cherchais. Le mensonge était maladroit, pathétique et totalement transparent. Il n'y avait pas de Alice Bois. Je connaissais tous ses fournisseurs. La peur froide qui avait été ma constante campagne pendant des mois a trouvé une nouvelle cible. Mon esprit, recablé par la trahison de Julien, a commencé à tourner avec de terribles possibilités. Est-ce qu'Arthur me manipulait? Était-il un espion pour son frère, collectant des informations? Ou était-ce autre chose, quelque chose d'encore plus emmêlé et impensable? Je détestais ce soupçon. Je détestais que le poison de Julien ait contaminé la seule relation que je pensais sûre. Mais je ne pouvais plus me permettre d'être naïve. La confiance était un luxe que j'avais perdu. Le point de rupture est survenu un jeudi. Arthur m'a appelé, sa voix tendue. Il a dit qu'il devait traverser la ville pour se rendre à une scierie spécialisée dans la zone industrielle afin de regarder du chêne récupéré. Il semblait agité et l'excuse paraissait répétée. Presque par cœur, un besoin désespéré et hideux de vérité de n'importe quel sol ferme m'a envahi. Une fois que le corps scolaire a emmené Sophie et Pierre, je suis monté dans mon SUV, mon cœur battant la chamade. Je ressentais une honte profonde, comme si j'étais celle qui commettait une trahison. Mais ne pas savoir était pire. J'ai conduit jusqu'à un point d'observation près de la scierie, l'estomac noué. Quelques minutes plus tard, le vieux camion Ford Darter est passé en vrombissant, mais il n'a pas ralenti. Il a complètement contourné la scierie et a continué se dirigeant vers une partie de la ville que je ne connaissais pas bien, une zone plus récente et plus anonyme remplie de vastes complexes d'appartements modernes. Des endroits construits pour des vies de passage et des secrets. Mes mains serrées sur le volant, je l'ai suivi. L'acte me semblait surréaliste, comme quelque chose tiré d'un film. Ce n'était pas ma vie. Ma vie, c'était les covoiturages et les réunions parents-professeurs. Mais c'était ma vie maintenant. C'était une vie à suivre les gens et à découvrir des mensonges. Le camion d'Arthur a tourné dans le parking visiteur d'un grand complexe stérile appelé le Vidian. Il a coupé le moteur et est resté un long moment, la tête posée sur le volant, comme s'il rassemblait la force pour une épreuve. Il est finalement sorti, a regardé autour de lui avec une énergie nerveuse et coupable, et a disparu par les portes vitrées principales du bâtiment. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, mon esprit une tempête frénétique de questions. 1 heure s'est écoulée, chaque minute s'étirant en une éternité. J'étais sur le point d'abandonner, de tout attribuer à ma propre paranoïa rongeante, quand les portes vitrées se sont de nouveau ouvertes. Arthur a émergé, et il n'était pas seul. La femme à ses côtés était immédiatement reconnaissable, même de loin. C'était Alice Dubois, et elle était lourdement, indéniablement enceinte, l'arrondi de son ventre tendu contre le tissu d'un simple T-shirt. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le monde a semblé tanguer et se brouiller sur les bords. Ce n'était pas normal. L'image n'avait pas ils ne souriaient pas. Ils n'étaient pas amicaux. Ils se tenaient juste devant l'entrée, leur corps rigide de tension. Les bras d'Alice étaient enroulés autour de son ventre, un geste à la fois protecteur et défensif. Le visage d'Arthur était un masque de pure angoisse. Il gesticulait avec ses mains, sa posture implorante. Ils étaient au milieu d'une dispute désespérée et passionnée. 1 millier de scénarios ont explosé dans mon esprit, chacun plus douloureux que le précédent. Est-ce qu'Arthur la confrontait en mon nom? La menaçait-il? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Il fallait que je sache. Je ne pouvais pas construire mon combat sur des demi-vérités. Mes yeux ont cherché une cachette. Une grande haie trop poussée près de l'entrée du bâtiment offrait un écran. Faisant semblant de téléphoner, je suis sorti de ma voiture, mes jambes instables. J'ai marché sur le trottoir, ma voix un murmure bas dans le téléphone éteint, gardant la tête baissée jusqu'à ce que je sois assez proche, abrité par les branches feuillues. Le vent m'a porté leurs mots par fragments aigus et dévastateurs.
Pas d'autre moyen, Arthur. C'est trop tard maintenant. La voix d'Alice était fine et effilochée de panique. Il est à fond. Il pense que ce bébé est sa rédemption. Rédemption? La voix d'Arthur était un murmure rauque et agonisant. Ce n'est pas une rédemption, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Nous ne pouvons pas le laisser se présenter au tribunal et arracher les enfants de Marie en utilisant notre bébé comme arme. Notre bébé. Les deux mots n'ont pas tant enregistré dans mon cerveau qu'ils ont détonné dans mon âme. Une vague de vertige m'a submergé et j'ai physiquement trébuché, ma main s'appuyant contre la brique rugueuse du mur de soutènement de la haie. Le monde est devenu silencieux, les brises de la circulation et de la vie s'estompant en un lointain rugissement creux. Notre bébé, pas celui de Julien et Alice, celui d'Arthur et d'Alice. Le frère gentil et solidaire, l'ami juste et en colère, mon roc, mon ancre. Tout était un mensonge d'une complexité si profonde et grotesque qu'il défiait presque la croyance. Son soutien pour moi n'était pas seulement de la loyauté, c'était de la pénitence. Sa colère contre Julien n'était pas seulement pour moi, c'était la fureur d'un homme regardant un voleur se préparer à voler quelque chose de précieux qu'il avait lui-même déjà abandonné. Julien te détruira. Alice sanglotait maintenant, ses mots étouffés. Il nous détruira tous les deux si tu lui dis maintenant, après tout ça. Et si je ne le fais pas? Arthur a répliqué, sa voix craquant d'une douleur si profonde qu'elle était viscérale. Quelle est l'alternative? Laissez notre fils appeler mon frère papa. Restez là et regardez la seule bonne femme que j'ai jamais connue perdre ses enfants à cause d'un gâchis que j'ai contribué à créer. Je ne peux pas vivre avec ça, Alice. Je ne peux pas. J'ai reculé de la haie, mes mouvements raides et robotiques. J'étais un fantôme hantant les bords de ma propre vie brisée. J'ai regagné ma voiture, l'esprit une tempête de choc, de trahison, et une vision soudaine, terrifiante et claire de la voie à suivre. J'avais cherché un bouclier, un petit levier pour protéger mes enfants. Au lieu de cela, on venait de me donner une bombe nucléaire. Le mensonge était le fondement de toute l'affaire de Julien, et je détenais maintenant le détonateur. J'ai roulé vers la maison, complètement hébété, les rues familières de mon quartier me semblant étranges et inconnues. Quand je suis entré dans ma maison vide, je suis allé directement au téléphone et j'ai appelé mon avocate. Ma main tremblait, mais ma voix, quand j'ai parlé, était aussi froide et stable que l'acier. « Catherine », ai-je dit, « c'est Marie Fournier. Il s'est passé quelque chose. L'affaire, elle a complètement changé. Nous devons nous voir tout de suite. » La salle d'audience ressemblait à un tombeau. C'était un espace conçu pour intimider et rabasser, avec ses imposants murs lambrissés d'acajou et ses portraits à l'huile de juge au visage sévère des décennies passées. Je sentais le froid du sol de marbre poli à travers les fines semelles de mes chaussures, l'air épais du parfum de vieux papier, de cire au citron, et l'anxiété collective semblait bourdonner avec le ronronnement bas et oppressant du système de ventilation du bâtiment. De l'autre côté de l'allée centrale, un abîme impossible, était assis Julien. Il ne portait pas seulement un costume, il portait une armure. C'était un costume en laine bleue marine foncée, coupé sur mesure, affûté aux épaules et cintré parfaitement à la taille, conçu pour projeter une image d'autorité et de succès inattaquable. À ses côtés, son avocat, Maître Martin, feuilletait des papiers avec une confiance professionnelle presque ennuyée. C'était un prédateur au repos, à l'aise dans son habitat naturel. Quelques rangs derrière eux, Alice Dubois était une touche stratégique de couleur dans la mer de tons sombres. Elle portait une robe de maternité jaune beurre, une couleur douce et innocente qui encadrait son ventre de femme enceinte comme un phare de vie et d'espoir. C'était un costume, je le savais, choisi aussi soigneusement que le tailleur de Julien. Elle était là pour être la pièce à conviction « dans l'affaire du futur sain et stable de Julien. Et tout au fond, une silhouette solitaire recroquevillée dans les ombres de la galerie publique, se trouvait Arthur.
Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un mois. Sa posture décontractée habituelle avait disparu, remplacée par une courbure tendue et brisée. Il fixait les bouts éraflés de ses chaussures de travail, incapable de croiser le regard de quiconque. C'était un homme portant un poids si lourd qu'il menaçait de l'écraser. J'étais assise à côté de Catherine Bernard, mes mains serrées si fort sur mes genoux que mes jointures étaient des montagnes blanches sur un paysage pâle. Catherine, un pilier de calme dans son tailleur gris anthracite, m'a adressé un bref hochement de tête rassurant. « Respirez profondément », a-t-elle murmuré juste au moment où la voix du huissier a retenti. Tout le monde se lève. L'honorable juge Amelia Davies est entrée, sa robe noire balayant le sol derrière elle. C'était une femme d'une 60aine d'années, dont le visage semblait taillé dans le granit, ses yeux ne manquant rien. Elle s'est installée dans son fauteuil à dossier haut, son regard balayant la salle avant de se poser sur la table du plaignant. « Monsieur Martin, vous pouvez commencer. » Maître Martin s'est levé avec une grâce reptilienne fluide. « Merci, votre honneur. Le plaignant appelle Monsieur Julien Fournier à la barre. » Julien s'est dirigé vers le box des témoins avec la démarche confiante d'un homme habitué à être le centre de l'attention. Après avoir prêté serment, il s'est installé sur la chaise, ajustant sa veste et dirigeant un regard d'une gravité solennelle vers la juge. Pendant l'heure suivante, Maître Martin l'a mené à travers une performance magistrale. Julien a parlé de son amour pour Sophie et Pierre, sa voix épaissie d'une émotion parfaitement synchronisée. Il a raconté des anecdotes de dévouement paternel, coaché des matchs de football, aider avec des devoirs de mathématiques impossibles, lire des histoires au coucher. Puis Maître Martin l'a guidé doucement vers le nœud de son argument. « Monsieur Fournier, cela doit être incroyablement difficile. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire au tribunal les changements que vous avez observés dans le comportement de votre épouse qui vous ont amené à croire que vos enfants étaient dans un environnement malsain? » Julien a soupiré une longue exhalation lugubre de regret fin. Il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une pitié soigneusement pratiquée. « Ce fut un lent déclin, a-t-il commencé, sa voix basse et triste. Marie est devenue fragile, sujette à des accès de profonde mélancolie un instant, puis à de soudaines explosions de colère le lendemain. Je rentrais après une journée de 16 heures au bureau pour la trouver en larmes, mais elle ne pouvait pas me dire pourquoi. Puis elle a commencé à faire ses accusations folles. Il s'est penché en avant comme s'il partageait une confidence douloureuse avec la juge. Il y a eu une nuit en particulier. Pierre avait une légère fièvre. Rien de grave, mais Marie s'est convaincue que c'était quelque chose de terrible. Elle a veillé toute la nuit, arpentant frénétiquement. Quand j'ai essayé de la calmer, de lui dire qu'il était normal qu'un enfant ait une petite fièvre, elle m'a accusé de ne pas me soucier. Elle a commencé à crier que j'étais un père absent, que je souhaitais qu'il soit plus malade pour avoir une vraie raison de manquer le travail. Elle a dit tout cela dans le couloir, assez fort pour que Sophie l'entende depuis sa chambre. Ce fut une crise émotionnelle incontrôlable pour rien. J'ai réalisé alors que les enfants étaient exposés à un niveau d'instabilité vraiment dommageable. Une vague de rage chaude et désorientante m'a submergé. Il avait pris un moment de réelle inquiétude maternelle. Une nuit où j'avais été anxieuse parce qu'il était injoignable sur son téléphone pendant des heures, et l'avait transformé en un portrait de femme folle. Le sang me bouillonnait dans les oreilles. J'ai ressenti un besoin primal de sauter sur mes pieds et de crier la vérité. Mais la main de Catherine s'est posée doucement sur mon avant-bras, une pression silencieuse et constante qui m'a ancré à la chaise. Maître Martin a laissé l'image en suspens avant de passer à sa conclusion triomphante. « Et maintenant, Monsieur Fournier, vous construisez une nouvelle vie. Parlez au tribunal de votre compagne, Madame Dubois. » Le visage de Julien s'est adouci. Il a tourné son regard vers le fond de la salle d'audience, trouvant Alice et lui offrant un petit sourire protecteur. Alice est mon roc, c'est la personne la plus gentille, la plus stable que j'ai jamais connue. Elle a ramené la paix et la lumière dans ma vie. Et comme le tribunal le sait,
Nous attendons un enfant, un fils. Sa voix s'est brisée et il a marqué une pause, tapotant un coin de son œil du doigt. Tout ce que je veux, c'est offrir à mes enfants, Sophie et Pierre, le foyer qu'ils méritent, un foyer calme, aimant, avec leurs deux parents. Je veux les accueillir dans notre famille grandissante et leur offrir une vie heureuse et paisible. La performance était à couper le souffle par son audace. Il était le sauveur valeureux, sauvant ses enfants d'une mère instable. Quand il a eu terminé, un lourd silence a rempli la pièce. La juge Davies a pris une note sur son carnet, son visage toujours aussi impassible. Maître Bernard, votre témoin. Catherine s'est levée, ses mouvements délibérés. Elle s'est approchée du box des témoins, non pas comme une attaquante, mais comme quelqu'un cherchant de simples clarifications. Monsieur Fournier, a-t-elle commencé, son ton conversationnel. Vous avez dépeint un tableau très clair de votre dévouement en tant que père. Vous avez témoigné que vous travailliez souvent 16 heures par jour, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ma famille, a-t-il dit, gonflant légèrement la poitrine. Bien sûr, et le soir du 12 mai de l'année dernière, vous avez dit à votre épouse que vous travailliez tard sur l'acquisition Henderson, n'est-ce pas? Julien a hésité. Cela semble correct. Mais votre relevé American Express, que nous avons ici comme pièce à conviction B, montre un débit à 23h37 d'un bar à cocktail appelé le Nénuphar Écarlate. Un établissement très cher, très intime, je crois. La réunion sur l'acquisition Henderson a-t-elle eu lieu dans un bar, Monsieur Fournier? Maître Martin s'est levé d'un bond. Objection, la défense harcèle le témoin. C'est lui qui a évoqué ces longues heures de travail, votre honneur, a rétorqué Catherine. J'établis simplement un schéma. Je l'autorise brièvement, a tranché la juge. Répondez à la question, Monsieur Fournier. La mâchoire de Julien s'est contractée. J'ai pu m'arrêter prendre un verre après le travail avec ma collègue Alice Dubois. Son visage est devenu rigide. Oui. Donc, vous ne travailliez pas tard. Vous mentiez à votre épouse pendant que vous étiez à un rendez-vous romantique avec votre maîtresse. Est-ce correct? Objection. Admis. Le tribunal tirera ses propres conclusions. Maître Bernard, passez à autre chose. Catherine a continué, sans relâche. Elle a démantelé son récit pièce par pièce, utilisant ses propres relevés financiers et journaux téléphoniques pour exposer la toile de mensonges. À chaque question, le vernis poli de Julien s'est un peu plus fissuré. Ses réponses sont devenues plus courtes, sa posture confiante s'est crispée en une contraction défensive. Il n'était plus le père noble. C'était un adultère, pris dans une série de mensonges irréfutables. Enfin, Catherine a marqué une pause, laissant le poids de sa malhonnêteté exposée s'installer dans la salle d'audience. Vous avez témoigné que les soupçons et les accusations de votre épouse étaient des signes de paranoïa et d'instabilité. Mais compte tenu de ce que nous venons d'établir, les mensonges constants, les réunions secrètes, la vie cachée, ne pensez-vous pas que le mot « intuition » serait plus précis, Monsieur Fournier? Avant que Maître Martin ne puisse même objecter, Catherine s'est détournée. Je n'ai plus d'autres questions pour ce charlatan, votre honneur. Un murmure a parcouru la galerie. Maître Martin, l'air ébranlé, s'est levé rapidement. Le plaignant a fini, votre honneur. Très bien, a dit la juge Davies, se tournant vers Catherine. Maître Bernard, vous pouvez appeler votre premier témoin. Merci, votre honneur, a dit Catherine, sa voix résonnant soudainement d'une clarté nouvelle et puissante. La défense appelle Madame Alice Dubois à la barre. L'annonce a eu l'effet d'un coup physique. Un halètement collectif a aspiré l'air de la pièce. La tête de Julien a fait volte-face, son visage un masque de stupéfaction et de fureur dirigé vers son avocat. Maître Martin, pour la première fois de la journée, était complètement déconcerté, se levant si vite que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. Objection, votre honneur, objection la plus forte possible. Madame Dubois ne figure pas sur la liste des témoins de la défense. C'est une embuscade. C'est préjudiciable et une violation flagrante des règles de communication des pièces.
La juge Davies a levé la main, le faisant taire. Elle a regardé Catherine, ses yeux brillants d'une curiosité palpable. « Maître Bernard. »« Votre honneur, » a dit Catherine calmement. « Monsieur Martin et son client ont fait de Madame Dubois et de son enfant à naître la pierre angulaire de leur requête. Ils l'ont présenté comme le parangon de la stabilité qui justifie d'arracher 2 enfants à leur mère. Son caractère, sa situation et sa crédibilité ne sont donc pas seulement pertinents, ils sont la question centrale devant ce tribunal. Nous avons le droit de remettre en question le fondement sur lequel repose toute leur affaire. » La juge a réfléchi longuement. L'argument est fondé. Votre client l'a rendu pertinente, Monsieur Martin. Je l'autorise. Objection rejetée. Madame Dubois, veuillez vous approcher de la barre. Alice a eu l'air d'avoir été frappée. Ses yeux, écarquillés de terreur, ont volé de Maître Martin à un Julien fulminant qui ne pouvait lui offrir qu'un regard impuissant et furieux. Comme dans une transe, elle s'est levée et a fait le long et solitaire chemin vers le box des témoins, sa main protégeant son ventre. Après qu'elle ait prêté serment, Catherine s'est approchée d'elle, son attitude s'adoucissant, passant d'une procureure à une tante inquiète. « Madame Dubois, merci d'être ici. C'est une jolie robe. Vous êtes absolument radieuse. »« Merci, » a murmuré Alice, sa voix à peine audible. « Maintenant, Monsieur Fournier a témoigné que vous attendiez son enfant. Une joyeuse occasion. Est-ce exact? » « Oui. » Alice a réussi, ses jointures blanches, là où elle serrait la barre. « Et avez-vous une date d'accouchement prévue? »« Décembre, le 5 décembre. » Catherine a hoché la tête pensivement, prenant une petite note sur son carnet. Le 5 décembre. Donc, si nous remontons dans le temps, cela placerait la date de conception quelque part au milieu de mars, à quelques jours près. Ce calendrier vous semble-t-il correct? Voilà ça bougeait, le tissu de sa robe jaune se froissant. Je pense que oui. Et où était M. Fournier au milieu de mars? Soyons précis. La semaine du 14 au 21 mars. L'esprit d'Alice est devenu vide. La panique a commencé à imbuer ses yeux. Elle a regardé Julien, une supplication désespérée et silencieuse pour de l'aide. Je ne me souviens pas exactement. Vous ne vous souvenez pas? A demandé Catherine, sa voix toujours douce. Cela semble être une semaine plutôt importante pour un couple concevant son premier enfant. Peut-être puis-je vous aider à rafraîchir votre mémoire. Catherine est retournée à sa table, a récupéré un dossier fin et s'est approchée du greffier. « Votre honneur, je voudrais verser au dossier, en pièces à conviction A de la défense, l'itinéraire de voyage certifié et les rapports de dépenses de M. Julien Fournier, fournis sous assignation par l'agence de voyage d'entreprise de son cabinet. » Elle a tendu une copie à Maître Martin, dont le visage est devenu plus pâle à mesure qu'il le lisait, puis en a placé une autre sur le rebord du box des témoins. « Madame Dubois, si vous vouliez bien regarder ce document. Il confirme que du 14 au 21 mars, M. Fournier assistait à un sommet financier international à Tokyo. » Catherine a laissé le nom de la ville planer dans l'air, un fait fatal et définitif. Le silence dans la salle d'audience était absolu, brisé seulement par le bruissement frénétique de papier, alors que Maître Martin tentait de trouver un contre-argument qui n'existait pas. Catherine a fait un pas de plus vers la barre, sa voix baissant, perdant toute sa chaleur et devenant aussi nette et froide qu'un éclat de glace. « Alors, laissez-moi vous demander à nouveau, Madame Dubois, comment est-il possible que vous ayez conçu un enfant avec M. Julien Fournier au milieu de mars, alors qu'il était physiquement situé de l'autre côté de la planète? » Alice a fixé, piégée. Son monde soigneusement construit s'effondrait dans temps réel. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Un sanglot étouffé s'est échappé de ses lèvres. Ses yeux nageants de larmes ont trouvé Julien, mais son visage était une toile de compréhension horrifiée et naissante. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Le barrage soigneusement construit de ma contenance
retenant 15 ans d'amour, 1 an de douleur et des mois de terreur, c'est complètement brisé. Je me suis levé de ma chaise, non pas avec une pensée, mais avec un impératif purement physique. Tous les avertissements de Catherine, toute la stratégie se sont évaporés dans un éclair incandescent de vérité. Votre honneur. Ma voix a retenti, tremblante mais claire, fendant la tension étouffante. Chaque tête dans la pièce s'est tournée vers moi. Votre honneur, il ne peut pas avoir la garde de mes enfants. Pas sur la base d'une famille stable. C'est un mensonge complet et absolu. Madame Fournier, vous êtes hors d'ordre. Asseyez-vous immédiatement. La voix de la juge Davies était comme un coup de tonnerre, son marteau craquant contre le bois. Mais j'étais au-delà de l'entendre. Les mots ont jailli, alimentés par une fureur juste que je ne savais pas posséder. Le bébé n'est pas le sien, ai-je crié, ma voix se brisant dans un sanglot d'angoisse et de libération. Il vous a menti, il a menti à ce tribunal, il a menti à tout le monde. Le chaos a éclaté. Elle est hystérique. Vous voyez, Madame la juge, c'est l'instabilité dont je parlais, a hurlé Julien, bondissant sur ses pieds, son visage un masque grotesque de rage pourpre et de désespoir. Elle a perdu la tête, c'est la preuve. Ça suffit. Le rugissement de la juge Davies était formidable, une déflagration de pure autorité qui a sidéré la pièce en silence. Elle a frappé son marteau 3 fois, le son résonnant comme des coups de feu, son regard incandescent de fureur est cloué Julien à l'endroit où il se tenait, puis s'est tourné vers moi. « Madame Fournier, a-t-elle dit, sa voix dangereusement basse, vous avez porté une accusation d'une ampleur monumentale dans mon tribunal. Vous feriez mieux d'être en mesure de la prouver. Avez-vous la moindre preuve? » Mon regard, à travers mes propres larmes, a vacillé du visage impitoyable de la juge, a dépassé l'épave de Julien et Alice, pour se poser sur la silhouette solitaire et brisée au fond de la pièce. Ma voix s'est tombée à un murmure, chargé de toute la tristesse et la certitude du monde. Oui, ai-je dit, il le fait. Chaque personne dans la salle d'audience a suivi mon regard. La fixité collective était une force physique, un projecteur qui a trouvé et cloué Arthur Fournier à son siège. Il a visiblement tressailli comme s'il avait été frappé. La couleur s'est drainée de son visage, le laissant d'un blanc cireux et grisâtre. Il a regardé le visage stupéfait et trahi de son frère. Il a regardé Alice, qui pleurait maintenant ouvertement à la barre, la tête dans les mains, puis ses yeux ont rencontré les miens, et dans ce regard partagé se trouvait toute l'histoire sordide et déchirante. Lentement, comme s'il se déplaçait dans des eaux profondes, Arthur Fournier s'est levé. Il a vacillé légèrement, ses mains agrippant le dossier du banc en bois poli devant lui. Quand il a parlé, sa voix était une chose étranglée, brisée, une confession arrachée des profondeurs de son âme. Pourtant, elle a porté avec une clarté dévastatrice dans chaque recoin de la pièce silencieuse. Elle dit la vérité, a-t-il râlé. C'est mon bébé. La détonation était complète. Le son du monde de Julien implosant était un silence profond, assourdissant. La rage, l'arrogance, l'aplomb confiant, tout a disparu de son visage, remplacé par une expression bouche bée d'horreur pure et incompréhensible. Il a trébuché en arrière et s'est effondré sur sa chaise. Non pas juste un plaideur vaincu, mais un homme complètement anéanti, vidé par une vérité plus terrible que n'importe quel mensonge qu'il avait jamais raconté. Le contre-coup de cette confession au tribunal a été rapide et total. La juge Davies, furieuse de la tromperie flagrante, a rejeté la demande de garde de Julien avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas la redéposer. Dans sa décision cinglante, elle a cité son stratagème moralement indigne et son parjure par omission. J'ai obtenu la garde temporaire exclusive et la voie vers un accord de divorce largement en ma faveur a été dégagée. Julien Fournier a tout perdu en un seul après-midi. Sa prétention à ses enfants, sa réputation, son frère,
et la nouvelle famille qu'il pensait être son salut. C'était un homme à la dérive dans les ruines de sa propre fabrication, un spectacle public d'humiliation. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que j'aurais dû laisser le mensonge pour le bien de Sophie et Pierre. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait. Mais cette vie, malgré les cicatrices, est la mienne. Ça a été un chemin long et difficile, et ce n'est pas fini. Le goût de la victoire, s'il y en a un arrière-goût de cendre. Ma famille, celle que j'imaginais, était irrévocablement brisée. Reconstruire, c'est ce que je fais, brique par brique. Mais croyez-vous qu'on se remet vraiment d'une telle trahison? Je me pose encore la question.